Et c'est parti pour Smart Bourse, une quarantaine de minutes ensemble pour commenter la séance du jour, mais évidemment le mois qui s'est écoulé entre ces deux séances, donc d'échéance sur les marchés dérivés. Pour commenter cela avec nous ce soir, nous avons le plaisir de retrouver les trois sorciers de Smart Bourse. Romain Daubry tout d'abord. Bonsoir Romain Daubry. Bonsoir Nicolas. Membre de la cellule info d'experts chez Bourse Direct. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Jean-Louis Cussac. Bonsoir Jean-Louis Cussac. Bonsoir Nicolas. Trader et formateur. Et nous avons le plaisir d'accueillir également à ma gauche Philippe Béchade. Bonsoir Philippe Béchade. Bonsoir à tous. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Alors on va revenir un petit peu sur les niveaux clés, sur les actualités de ces derniers jours, avec un S&P 500 qui a passé les 5000 points, avec un CAC 40 toujours parti pour aller chercher les 8000, même si ce n'est pas encore le cas à l'heure actuelle. On va commencer avec vous, Romain Daubry. La séance n'est pas tout à fait terminée, mais on peut tirer un premier bilan de cette journée d'échéance, Romain. Bien sûr, on a un élément clôturé, c'est la compensation du futur CAC 40 pour le mois de février qui a clôturé à 7764,5, cours de compensation à 16h, une progression de 403,40 et plus de 5,5% de progression par rapport au mois précédent, au mois de décembre. Donc un beau mois de décembre, un mois de janvier de consolidation, 3,25%, et puis un mois de février avec un plus haut et un marché qui a progressé. Alors ce qu'on peut en dire en termes d'intérêt, c'est que sur les indices américains, c'était correct. La dernière séquence haussière sur les indices américains s'est faite avec peu de pression haussière. On a eu 3-4%, on va dire, de hausse de la position ouverte pour 4% de hausse de l'indice S&P. Ça n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup de contrats futurs, mais c'est dans le sens de la tendance. Sur le CAC 40, on a progressé de 4,45%. Je donne les chiffres à hier soir. Bien sûr. Donc c'est pour que ce soit cohérent. Et là, il n'y a pas eu de changement dans l'évolution de la position ouverte sur le CAC 40. C'est quand même très bas. On est à moins de 180 000 contrats futurs ouverts. C'est assez faible et ça reste assez bas. Sur l'Eurostoxx, on est autour de 2 800 000 contrats futurs ouverts. L'Eurostoxx a progressé de 5,10% au cours de la période et le nombre de contrats futurs n'a progressé que de 2%. C'est-à-dire qu'on n'est pas monté avec beaucoup de soutien acheteurs du côté, en tout cas, de la partie spéculative, du côté des marchés dérivés, même si on a eu quelques séances intéressantes, notamment celle d'hier sur le CAC 40 avec presque 4 milliards dans la séance de hausse, d'autant plus qu'on a débordé un niveau technique majeur. Alors, maintenant, l'enjeu, c'est de voir si le niveau technique majeur qu'on a débordé sur l'indice CAC 40, niveau de réactivation haussière, c'était l'indice le plus en retard, quasiment en Europe. L'Eurostoxx avait débordé ses niveaux équivalents. Les indices américains, c'est même pas la peine de le dire, ils font le record en record. Et ils ont débordé leur plus haut historique il y a quelques semaines déjà. Donc, on n'avait pas la même configuration. Et l'enjeu, c'est de voir si est-ce que c'était un élément lié à l'échéance des marchés dérivés et de bonne publication aussi, il faut le dire, hier, ou est-ce qu'on va réenfoncer ces niveaux? Alors, le niveau sur le CAC 40, c'est 7505 points sur le contrat futur qu'on a débordé. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les opérateurs n'envisageaient pas, techniquement, quand on regardait les options, le débordement de ce niveau. D'accord. Le fait d'avoir débordé 7705 points a permis une accélération haussière. Donc, c'est pour ça qu'on va voir si c'est technique ou non. Les indices américains qui avaient entamé une phase de consolidation au moment de la publication du CPI et des chiffres de l'inflation mardi dernier étaient en passe de l'invalider hier soir. Ils hésitent un peu plus aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a troisième, à mon sens, tentative de consolidation dans le mouvement haussier sur les indices américains depuis les quelques dernières semaines et que c'est en balance pour l'instant, il n'y a rien de certain. Alors on a ces éléments-là qui viennent en détail et puis du côté des protections et des couvertures dans les portefeuilles, on était hyper complaisant sur l'Eurostoxx. Le petit trou d'air a permis de repasser à des niveaux d'optimisme, de complaisance, pas hyper, mais de complaisance. On est optimiste sur l'indice CAC 40 avec un ratio de couverture qui est plutôt équilibré, mais pas couvert. Et sur les indices américains, on est vraiment optimiste aussi. Donc on n'a pas d'éléments structurels risqués. On monte en se protégeant, pas franchement, mais un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on équilibre au fur et à mesure qu'on monte. Donc là où je parle de complaisance, c'est-à-dire que le ratio de couverture ne diminue pas au fur et à mesure qu'on monte. Donc on n'est pas couvert, mais on reste au même niveau de couverture. Ça veut dire que il y a plusieurs phénomènes. D'une part, le fait qu'on monte, à mon avis, dans cette dernière séquence haussière, comme je vous le disais, avec peu de soutien acheteur, ça veut dire que probablement ceux qui ont acheté ne vendent pas, n'allègent pas de position. Il y a D'accord. De vente. Les vendeurs à découvert, les stratégies vendeuses à découvert, on l'a expliqué plusieurs fois au cours des dernières semaines, elles ont été largement prises à contre-pied entre octobre 2022 et avril 2023, et puis à nouveau entre octobre 2023 et ce début d'année, jusqu'à ce début d'année. Donc des vendeurs structurels dans le marché, il n'y en a pas beaucoup qui veulent se mettre en face d'une machine aussi puissante, avec un Nasdaq qui a pris 11% depuis le début de l'année, 26% depuis les points bas d'octobre. Donc
peut-être est-ce qu'ils vont créer des stratégies baissières, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on voit qu'à chaque fois qu'on baisse, il y a des volumes qui sont un tout petit peu plus lourds, sûrement des arbitrages de la prise de bénéfices. Et à chaque fois qu'on remonte, c'est plutôt faute de vendeurs et faute de pression baissière. Et c'est pour ça qu'on remonte assez rapidement et toujours de façon assez brutale. Si j'interprète peut-être grossièrement ce que vous venez de nous dire, hein, Romain Debré, c'est qu'on aurait des acheteurs de long terme, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'anticipaient pas que les niveaux seraient débordés et sont un peu surpris par le fait que les niveaux soient débordés, mais qui en même temps restent à l'achat sur le CAC 40, par exemple. Mais c'est sur le CAC 40 et sur les indices américains notamment, c'est-à-dire que ceux qui ont bien acheté n'ont aucune raison de vendre puisque les points d'entrée sont probablement bas en moyenne, étant donné qu'il n'y a pas de consolidation et des mouvements linéaires de hausse. Je dis pas de consolidation, le pire mouvement depuis le mois d'octobre sur le Nasdaq, c'est 4% pour un mouvement de 26%. Donc c'est vraiment un marché qui est très très lancé. Et dans ce contexte-là, ceux qui ont des positions n'ont pas envie de les solder. Alors, on va avoir des rendez-vous importants. Il y a notamment Nvidia la semaine prochaine qui va publier. Ça va être un vrai pivot. Mais pour l'instant, la saison des publications n'a pas déçu globalement. Bien sûr. Même si c'est en ralentissement. Mais pour l'instant, on ne voit pas de changement dans cette tendance. Donc, cette dernière séquence de hausse, elle n'est peut-être pas très étayée et ça va peut-être déboucher. On est toujours là, et c'est pas bien pour ça qu'on est là le 3e vendredi du mois, à un niveau pivot de marché, voir si c'est l'aspect technique qui l'emporte, voir si ces éléments de consolidation se confirment ou non. On a en tout cas un dernier élément intéressant, un petit gap sur le VIX qui est un peu plus bas, et on sait que si les gaps ne sont pas toujours tous comblés, même s'ils le sont souvent, sur le VIX, ils le sont toujours. Donc est-ce que ce sera rapidement et un dernier pic haussier sur les indices américains avant une phase de consolidation, ou alors une consolidation qui se met en place dès maintenant? Ça va être l'enjeu dans les jours qui viennent. On est un peu à une zone pivot. Je parle de consolidation. Il n'y a pas de figure de retournement ou d'éléments qui laissent à penser que le marché baisse fortement, en tout cas à ce jour. Un mot peut-être des niveaux techniques avant de passer la parole à Jean-Louis Cussac, peut-être sur le S&P 500, qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors on a passé la barre symbolique des 5000 points, est-ce que ça veut dire grand-chose le fait de passer les 5000 points sur le S&P 500? Il y a un aspect symbolique forcément ou psychologique à toucher des niveaux parce qu'il y a des objectifs. Déjà, le 5000 points, c'était l'objectif médian de la plupart des grandes maisons de gestion. Pour la fin d'année. Pour la fin d'année. Oui, bien sûr. Les plus optimistes étaient à 5100 et la moyenne c'était 5000. Donc évidemment, autour, oui. Alors on a des niveaux techniques qu'on peut surveiller. C'est la zone 5106, 5000, pardon, ça c'est au-dessus. 5016, 5029. Ça c'est important parce que c'est le gros gap baissier qu'on a ouvert en début de semaine. Sous 5016, on l'a réintégré hier, on repassait en dessous aujourd'hui. C'est vraiment le niveau de continuation haussière ou d'invalidation du mouvement. Ça, c'est vraiment clé. En dessous, on a 4968, 4995 qui va être un niveau d'alerte. Il y a un demi-point. Et derrière la cible, ce sera 4818, 4853. Ça sont des niveaux importants. Au-dessus, si on veut chercher des extensions, il y a 5106 et puis 5128. 5128, c'est un gros niveau d'extension sur le S&P. Pourquoi pas dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Un élément aussi intéressant à donner sur l'indice CAC 40, il y a pas mal de valeurs de l'indice qui ont fait des parcours splendides récemment, mais qui ont atteint leurs objectifs. Une valeur comme Stellantis a touché aujourd'hui un objectif. Une valeur comme Capgemini a touché un objectif 221, 222. Objectif graphique technique. Ça ne veut pas dire que ce soit la fin du mouvement. Ce sont des objectifs à minima, ils peuvent être débordés, mais ça peut être l'opportunité pour des opérateurs de prendre un peu de bénéfices. Une valeur comme Schneider, elle a progressé de 56% depuis ses points bas d'octobre dans les gestions, que ce soit pour des questions d'arbitrage, des questions d'équilibrage des positions, ne serait-ce que pour ça, ou simplement de prise de bénéfices, il peut y avoir un petit peu de consolidation, même si le parcours reste haussier et qu'il n'y a aucune figure de retournement sur le titre. Donc c'est plus ça qu'il va falloir voir. En revanche, on voit des titres qui bougent. On y reviendra peut-être ensuite. J'ai beaucoup parlé. On y reviendra peut-être ensuite. Jean-Louis Cussac, alors peut-être en réaction à ce que nous a dit Romain Debré, mais avec cette question qui me semble être la question à se poser à l'heure actuelle. On l'a dit, des vendeurs qui n'anticipent pas de baisse à court terme, mais en tout cas des acheteurs qui n'anticipent pas de baisse à court terme et qui restent effectivement sur leur position. Pour autant, des performances qui pourraient être des performances de fin d'année que nous avons à mi-février, des valeurs qui ont atteint leurs objectifs effectivement dès cette saison des résultats. Et comment est-ce qu'on comprend un petit peu la manière dont le marché réagit depuis le début de l'année ? Les marchés, de toute façon, les indices actions sont portés par des résultats d'entreprises excellents. Voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, excellent, c'est le terme pour qualifier cette saison des résultats. Là, on n'a pas tous les éléments encore, mais depuis hier, on peut utiliser ce terme excellent. Ah oui, oui. Il y a eu deux impulsions violentes en Europe. C'est ASML qui avait explosé à la hausse et provoqué un gap, notamment sur l'Eurostoxx. Et puis derrière, il y a eu le gap LVMH je crois que 26 janvier, qui a fait exploser le CAC 40 et LVMH sur une
vous voyez, sur 5 3 quarts, enfin, là on est à peu près à 5,5, on finit à 5,5 de performance dans le mois. Je crois que j'avais regardé, LVMH, c'est 40% de la perf. Oui, bien sûr. LVMH a pris 24%, et elle est passée de 9,80 à 11 et quelques de pondération. Voilà, donc c'est ouais, donc après, vous avez les Schneider qui ont beaucoup monté, etc., etc. Donc, et puis avec des vraies raisons. Donc, je vous dis, les résultats. D'ailleurs, mais quand on donne l'exemple d'LVMH, est-ce qu'on peut dire les résultats sont excellents? Ouais, mais c'est le CAC 40 que les gens regardent, ou bien le SPI, ou bien l'Eurostoxx. Donc, après, il y a des divergences très fortes. Encore que là, je trouve que dans le CAC, il y a plutôt un tiers groupé, qui est plutôt pas mal. Et bon, évidemment, il y a toujours l'immobilier, c'est un peu plus compliqué, etc. Mais Sanofi traîne un peu la patte. Bon, mais globalement, c'est bon. Si vous voulez, quand vous avez acheté à 10, que vous avez allégé à 12, que vous avez allégé à 15, quand ça vaut 20, ben vous laissez porter, vous voyez. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, non, mais je donne une image un petit peu de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vais vendre? De toute façon, j'ai acheté dans de bonnes conditions, j'ai allégé, je suis un peu, j'ai même des liquidités. C'est un peu ça aussi l'état d'esprit de certains, pas tout le monde. Donc je me pose pas la question potentiellement de la performance de l'indice, même si ça pouvait être un objectif de fin d'année. J'attends de voir où ça va, quoi, globalement. Moi, de toute façon, c'est ce que je vous dis depuis un certain temps. C'est-à-dire, quand on me dit, Jean-Louis, c'est quoi le prochain objectif? Je dis, moi, je sais pas, je laisse porter. Tant que j'ai pas d'indication que le marché... Alors, par contre, il faut pas se faire avoir par les indications, on va dire, un peu légères, un peu temporaires. Par exemple, cette semaine, le SP500 s'est pris deux impulsions négatives, donc qui l'ont ramené une première fois sur 4940 avec le CPI, et puis le soir ça repartait, et puis boum, le lendemain on pris 100 et quelques points. Là aujourd'hui on a encore une petite impulsion négative, donc tout à l'heure on était à 5013, je ne vais pas regarder sur le futur. On était à l'équilibre. On est remonté déjà. On était à l'équilibre. Bon, moi j'avais payé un peu, pas terrible, mais j'avais acheté un petit peu sur des positions de long terme avec des puts. Bon, ben voilà, on tient partout. On se demande ce qui pourrait perturber les choses. On se raccroche au résultat. Les taux, on s'en moque un petit peu. On a mis un peu les taux de côté, quoi. Vous voyez, les taux ont eu un impact là, voilà, très temporaire. Oui, c'est-à-dire que même l'indicateur le plus important de la semaine, quand il déçoit, alors dans une mesure, enfin de manière mesurée, mais qui déçoit quand même, ça a un impact de quelques heures sur les marchés qui ensuite reprennent la tendance qui se sont fixées depuis un mois et demi, quoi. Qui est en cours. Et alors il y a eu à un moment donné dans le mois une petite alerte là vers 7200, c'était combien, 7000. Enfin, je sais plus, là, il y a un petit trou. Non, c'était pas ce mois-ci. Quand est-ce qu'on a fait 7280? Ouais, c'est ce mois-ci. À un moment donné, on avait baissé. En tout cas, bon, ces dernières semaines. Appel à l'aide sur les niveaux techniques. C'est après qu'il y a eu le gap, les deux gaps. Non, mais je ne sais plus si c'est en début, parce que comme c'est à cheval, je crois que c'est dans l'échéance. Et il y a eu donc des fausses alertes, et c'est reparti comme une balle. Et là, si vous voulez, on a des spéculateurs qui se sont fait laminer en règle générale, et on a des acteurs de la gestion qui sont hyper méfiants. On est à 7008 et on a une voile implicite qui se balade entre 11 et 12. On n'est pas entre 9 et 10, bien sûr. comme en 2019. Donc il y a quand même une méfiance. Et c'est pour ça que je répète à chaque fois, mais le marché n'est pas vulnérable. Alors moi, j'ai déterminé un premier niveau d'alerte où on rentrerait justement dans le gap provoqué par LVMH. C'est sous 7550, où on pourrait se dire, là, il y a peut-être un signal d'arrêt temporaire, où on va pouvoir avoir un vrai retracement, mais... On n'y est pas aujourd'hui. On est déjà à plus de 250 points du niveau. Alors ça reste un retracement de 3%, 3-4% et ça aussi, je l'ai déjà mentionné, ce sont des retracements normaux de prise de souffle un peu des marchés, où les intérêts tournent un peu, et il y a ça, mais ça ne remettrait pas en cause l'idée d'acheter, bien évidemment. Donc on est quand même assez loin des niveaux d'alerte. La construction des marchés est hyper importante. Tant qu'on est construit avec des vols à 12, tant qu'on avance avec des vols à 12 en permanence, entre 11 et 12, il n'y a pas de complaisance. Il y a une méfiance qui est toujours assez incroyable. À 6000, moi, quand j'avais dit... Il y a une méfiance, mais il y a une performance. Il y a une méfiance parce que tout le monde est bien conscient que les prix sont élevés.
Donc il y a une sanction qui est pas loin si jamais il y a effectivement un petit accident sur une valeur. Non, parce que justement, il va falloir du lourd pour casser cette dynamique qui est parfois, d'ailleurs le mot dynamique est un peu fort, ce rouleau compresseur. Parce que on voit aussi une chose, le marché passe des heures à ne rien faire. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est une stat américaine qui va faire monter d'un cran, et après on redérive horizontalement. Et etc. Mais à chaque news, même parfois ça fait un petit trou d'air, mais ça repart tout de suite, et on gagne un cran, et on gagne un cran, et on gagne un cran. C'est incroyable. Et puis, il y a beaucoup je pense, d'acteurs de la gestion qui sont un peu pas suffisamment investis, bien sûr, et qui se disent, bon, ben, c'est quoi les idées? Alors, ces derniers jours, là, même qu'aujourd'hui, l'équipement automobile, là, ils ont un peu tapé, ils ont acheté dessus, ils ont acheté un peu, mais les plastiques Omnium, les Forvia, tout ça, c'est à la cave, au plus bas depuis des mois et des années même. Et, un de mes paris pour l'année. Mais... Ouais, mais... Donc, l'année n'est pas finie encore. Mais c'est des valeurs qui ne sont pas dans le CAC 40. Vous voyez, Engie, par exemple, elle a rebaissé. Alors, est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il ne faut pas acheter? Là, on se méfie. C'est-à-dire que les valeurs au plus haut, on peut presque les acheter les yeux fermés sur des petits retracements de 5-7. C'est là où c'est parfois un peu incompréhensible, c'est de se dire, les valeurs au plus haut, on continue à les acheter, et celles qui sont à la traîne, il y a encore plus de méfiance quelque part. Jean-Luc Tussac après Philippe Béchade. Il y a des raisons. C'est-à-dire qu'en effet, les safrans, etc., ils ont délivré des bonnes performances. Et puis surtout, les perspectives sont pas mal, sont bien même. On se demande qu'est-ce qui pourrait en fait perturber tout ça. Et après, il y a la dictature du benchmark, la dictature des indices. Il faut y aller parce qu'on est. On y arrive. Non, mais c'est vrai. Il y a une contrainte chez les gestionnaires à aller coller à la performance des indices. Parce que sinon, eux-mêmes tirés par un faible panier de valeurs qui font toute la performance et c'est difficile de justifier de ne pas y être. 25%, enfin, je crois que les 7 magnifiques, c'est 25%. Non, 32. 32 maintenant 32% du S&P. Du S&P, donc on était à 25 il n'y a pas longtemps. C'est sûr, 32, c'est beaucoup. Oui. Oui, monsieur. Philippe Béchade. Je lui fais confiance. Philippe Béchade, votre analyse un petit peu de cette journée, mais de ce qui s'est passé entre ces deux journées d'échéance. C'est vrai que sur ce plateau, j'ai entendu plusieurs fois cette semaine, acheter au plus haut, c'est pas si grave quand on parle des valeurs qui tirent la cote, que ce soit les techs aux États-Unis ou ces quelques valeurs qui tirent la cote en France aussi, presque un peu antinomique avec la gestion active. Mais ça n'existe plus, la gestion active. C'est fini. C'est un phénomène marginal, la gestion discrétionnaire. 10 minutes d'émission, on y est. Non, mais c'est même pas 5% des flux au quotidien. La gestion discrétionnaire, ça n'existe plus. C'est epsilon. La gestion via ETF, c'est 53% des liquidités qui vont là-dessus. Mais hors des 53%, vous avez également autant de fonds qui font la gestion indicielle passive. Donc le passif, c'est, je sais pas, ça va être 70%. Donc la dictature du benchmark, bien sûr, si vous n'avez pas les 5 ou 6 valeurs qui sont les plus performantes, vous êtes forcément largué. Donc donc ça veut dire quoi? Tout le monde est condamné à avoir la même performance parce qu'on va sur les mêmes 7 valeurs qui tirent, ou alors 6 aujourd'hui, qui tirent la cote aux États-Unis, par exemple? Si vos clients vous suivent depuis 30 ans, vous aiment bien, et bon, Warren Buffett, il a eu des sous-performances dans sa carrière. Il domine 90% des gérants dans le monde depuis 50 ans. Mais il lui est arrivé d'avoir des contre-performances. On lui pardonne. Quand vous êtes un gérant et que vous avez déjà un portefeuille qui a 95% indiciel et que vous essayez de jouer avec 5-10 titres différents, si vous sous-performez, ça fait des mauvais points. Hein. Alors maintenant, je vais revenir un peu sur le contexte. Donc, les résultats sont bons. Alors moi, j'ai regardé, mais Romain et Jean-Louis doivent connaître ça par cœur. Depuis mars 2009, pas un seul trimestre en 15 ans n'a été marqué par des résultats en dessous des attentes. Ouais. Voilà. Là, on parle du sujet communication autour des résultats d'entreprise. Donc, si vous voulez, les résultats sont bons, les résultats sont meilleurs que prévu. Ça fait 60 trimestres consécutifs qui sont supérieurs aux attentes. Oh, surprise! Le 4e trimestre 2023 était supérieur aux attentes. Qui elle-même avait potentiellement été révisée à la baisse. Je n'en reviens pas.
Alors, dans les bénéfices... Mais alors, qu'est-ce qu'on regarde? Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas les résultats, on regarde les perspectives, on regarde les guidance. On regarde surtout les guidance. Et puis, dans les résultats, il y a quelque chose qui est très important, c'est les rachats de titres. Alors, ce n'est pas un phénomène très important pour les valeurs françaises. C'est un phénomène extrêmement important pour les entreprises américaines. Mais en fait, les 10 valeurs qui rachètent le plus de titres, qui font le plus de buybacks, c'est plus de 90% de tous les buybacks qui sont annoncés. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 90 milliards par an avec Apple, on a 60 milliards par an avec JP Morgan. Enfin, c'est des monstres. Mais ça impacte les résultats parce que c'est de l'argent restitué aux actionnaires quelque part et ça amplifie la performance. Donc je dirais que les buybacks, globalement, c'est entre 25 et 30% des bénéfices additionnels. Mais c'est pas rien, un quart. C'est pas rien. Si on retire ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de progression. Regardez les résultats de Michelin, alors salués par je ne sais plus combien de hausses, et puis on se dit, non, en fait, la réalité, c'est que les ventes, elles stagnent et que les bénéfices stagnent. Ah ouais, mais on pensait que ça serait tellement plus mauvais que ça. Voilà. Alors, pour les entreprises qui ont réussi à faire des bons résultats... Donc, alors, avec Jean-Louis Cussac, on parlait d'une saison excellente. C'est pas le terme que vous utilisez pour cette saison des résultats? Non, mais toutes les saisons sont excellentes. D'accord. Toujours. Mais en fait, par rapport à il y a un an, non, c'est pas fulgurant. C'est pas fulgurant. Les résultats progressent pas énormément. Et encore, ils progressent grâce au cynisme des entreprises qui ont continué d'augmenter leurs marges en se disant vu qu'il y a de l'inflation, allez, on va y aller, on va tirer dessus. De toute façon, il y a bien un moment où le consommateur ne suivra plus. 2024, 2025, on ne sait pas. Mais tant que le consommateur paye, on va lui arracher la gueule. C'est la réalité. Donc, on engrange tant qu'on peut. Et puis le jour où on ne pourra plus monter les prix, plus augmenter les marges, là, ça rigolera moins. Mais pour l'instant, ça rigole. En attendant, sur ce sujet justement d'augmenter les marges, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on regarde aujourd'hui principalement dans les résultats d'entreprise, c'est la capacité d'une entreprise à faire passer des hausses de prix. Et c'est pour ça que LVMH gagne 20% en une séance. Mais attention c'est pas les résultats qui étaient extraordinaires, parce que c'est une des premières fois. Moi, LVMH, je la suis depuis 1985, depuis le rachat de Rakami, etc., par Arnaud. La norme pour LVMH était plutôt 10, 11, 12% de croissance par trimestre. Là, on annonce un truc à un chiffre. Donc, historiquement, c'est quand même pas les résultats les plus extravagants de LVMH depuis 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Les vendeurs se sont fait déchirer, exploser. C'est des rachats de short qui font monter LVMH de 20%. C'est pas des résultats à plus 8% sur un an. SAP, pareil. ASML, personne s'attendait. Qu'est-ce que nous a annoncé ASML? Alors effectivement, grosse augmentation du carnet de commandes sur le dernier trimestre 2023. Mais prévisions très prudentes pour 2024. On n'a absolument pas entendu la prudence d'ASML sur 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? À plus 10%, vous avez des gens qui se sont précipités et c'est des rachats de short qui ont fait flamber. Et je dirais, pour terminer, Jean-Louis dit, le marché n'est pas vulnérable. Mais là, j'ai des tas d'exemples récents d'entreprises qui se sont désintégrées de moins 25, moins 30%. Snap, on a eu des Expedia, etc., qui ont été expédiés par le fonds. Quand le décrochage est arrivé, je peux vous assurer qu'il n'y avait aucune vulnérabilité. C'est arrivé comme ça, boum, la mine explose. Donc, c'était pas vulnérable. Non, mais je parle d'une valeur. Oui, mais... Moi, je parle de la construction, si vous voulez. La construction est très importante parce que la vulnérabilité peut venir aussi des collatéraux sur les ETF, sur tout ce qui est création de fonds qui suivent les indices. Ça peut être un danger à un moment donné. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau... Qui viendrait concentrer toujours les investissements sur les mêmes indices et sur les mêmes valeurs. Vous savez... Qui est vendeur de put aujourd'hui? Les market makers. Les market makers, ils savent gérer, eux, le delta à la baisse. Ils vont réagir en temps réel avec des algos. Quand, fin 2019, on était à 10 de vol avec des gérants qui vendaient, les gens, ils ne savent pas gérer ça. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils se disent, ça vaut 6 000 à 5 700, je suis acheteur potentiel. Oui, ça me ferait bien. Je serais content d'acheter à 5 700. Sauf que quand on va à 5 700, ils ne veulent plus acheter parce qu'il y a des raisons. Et du coup, au lieu de vendre sur les ventes de put, ils ne savent pas faire, ils attendent. Et du coup, ils agissent dans la contrainte, comme tous les
les acteurs que nous sommes nous aussi. On n'est pas forcément hyper réactifs comme on devrait l'être, alors que les algos, eux, ils sont hyper réactifs, il n'y a aucun problème, et ils le font pro rata de la baisse de manière parfaite, enfin, le mieux possible en tout cas. Et les gaps peuvent provoquer les considérations techniques sont hyper fortes. Quand on voit les marchés US, avec toutes ces options qu'il y a tous les jours, il est clair que ça perturbe le marché. Quand on voit donc la mauvaise nouvelle du CPI, ça baisse, et puis derrière, ça se met à monter, remonter, et qu'il faut payer au fur et à mesure que ça monte, parce que si on est short call, il faut acheter, et que l'échéance, elle est dans 2 heures. On a fait des perfs, parfois, on prend 1,5% en 2 heures de temps sur l'échéance de 22 heures. Et c'est d'une puissance inimaginable. Romain Debry, un marché faussé par les options et en même temps un marché qui, ou en tout cas influencé, et en même temps un marché qui voit ce qu'il a envie de voir dans les résultats d'entreprise. C'est ce que je comprends un petit peu des échanges. Oui, effectivement, il y a toujours cette bonne surprise du supérieur consensus, donc ça oui. Je crois qu'il y a le phénomène, et c'est effectivement qui rejoint les deux, phénomène de cash aussi disponible. Il faut comprendre que dans cette construction-là, quand moi j'évoque un ratio de couverture qui est hyper complaisant et qui est passé à complaisant sur l'Eurostoxx ou à l'équilibre sur le CAC 40, il faut le mettre en relatif. C'est-à-dire que ce n'est pas un élément qu'on peut prendre seul. Il faut déjà, pour déclencher un mouvement de baisse face à ça, une raison, un élément. Et ensuite, il faut voir le contexte de liquidité. Or, pour donner un exemple chiffré bien précis, sur l'Eurostoxx, en août 2022, il y avait 4 500 000 contrats futurs ouverts. Là, hier soir, il y a 2 800 000 contrats à peine ouverts sur l'Eurostoxx. Ok. Ça veut dire qu'il y a 2 fois moins, ouais. 60%. 60%. Un peu plus de 2 fois moins. D'intérêt disponible, donc un disponible énorme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que les rebonds qu'on a évoqués de octobre 2022 et octobre 2023 notamment ont été aussi piégeux pour des vendeurs. Ça veut dire que ces vendeurs-là, ils se sont débouclés, ils ont du cash. Certains sont peut-être rentrés dans ce marché, ça a alimenté le mouvement, mais on n'a pas des volumes qui sont gigantesques, en tout cas, sur quels que soient les indices. Et donc, certains ne sont peut-être pas entrés non plus. Donc, il y a aussi ce phénomène de confort, effectivement, que même si le marché replie un peu, il y aurait probablement des acheteurs sur repli. Sauf si on baisse pour, effectivement, un déclencheur, une mauvaise raison qui invaliderait. Mais pour l'instant, il y a ça aussi. Donc, c'est pour ça que je dis que difficile de payer ces points hauts pour ceux qui n'y sont pas entrés, mais difficile de paniquer pour ceux qui sont bien entrés. Et donc, il y a cette espèce de matelas qui joue aussi en plus du ratio de couverture. Et effectivement, une volatilité qui reste dans ce contexte-là équilibrée parce qu'on gère bien son avance dans un marché qui est plutôt confortable dans la mesure où il a évolué. Maintenant, si on regarde l'indice CAC 40, et ça, c'est un élément intéressant. Depuis avril dernier, on a explosé, mars-avril dernier, on avait explosé à la hausse. Et puis, on a stagné ensuite, je schématise, mais entre 7002 et 7600 points. On a connu un trou d'air fin septembre, début octobre, qu'on a gommé rapidement. Et là, uniquement depuis 48 heures, on essaye de déborder ces 7600 points de façon un peu plus forte que les fois précédentes. Donc, en fait, on n'avait quasiment rien fait depuis presque un an sur l'indice CAC 40. Et je crois que c'est là où il faut regarder aussi à l'intérieur des indices et le stock picking qui reste important. C'est moins le cas sur les indices américains, mais c'est aussi un des credos de cette année, c'est qu'il va falloir regarder les valeurs et les titres en individuel. Un parcours comme celui, effectivement, de ceux qu'on a cités récemment. Airbus aussi, un très beau parcours. Elle donne des petits signaux d'affaiblissement peut-être à très court terme, mais un peu de prise de bénéfice, pourquoi pas. Mais il y a encore des titres qui ont peut-être du potentiel pour continuer à performer et d'autres qui vont rester en ligne. Donc peut-être sur les indices, on n'a pas énormément de choses à attendre, même si l'objectif symbolique des 8000 points sur le CAC 40 paraît raisonnable. Moi, j'ai une cible, tant qu'on est au-dessus de 7385 sur l'indice CAC 40 cash, une cible à 7940. Et puis pourquoi pas au-delà de 8000 par la suite, mais c'est à 3% maintenant. On l'évoquait le mois dernier, maintenant ça n'est plus qu'à 3%, donc à peine. Donc sont des cibles tout à fait atteignables. Et en dehors de ça, c'est pas énorme, mais en dehors de ça, il y a des choses à faire sur les valeurs individuellement, semble-t-il. Justement, sur les valeurs individuellement, où on peut quand même raisonner par secteur. Est-ce qu'il y a des secteurs qu'on considère comme forts ou faibles aujourd'hui, où on va vraiment avoir une lecture par valeur, Romain Debry? Alors, il y a peu de secteurs forts, justement, et c'est ça qui est intéressant en termes de stock picking, même si le luxe a très bien performé récemment, mais on parlait de Kering, par exemple, à l'intérieur du secteur, elle est allée chercher au point près la cible à 436,20, elle a consolidé aussitôt ce matin. Donc, c'est une petite figure de retournement haussière de court terme, il va falloir reconstruire quelque chose de plus solide. LVMH, elle repart tester effectivement des niveaux autour de 850, je ne sais pas si elle va avoir le momentum pour continuer très loin sur son parcours. Hermès, elle a confirmé, dupliquer un trading range, c'est 1664-2012, elle le duplique par le haut, et je vous laisse faire le calcul, j'ai plus la cible en tête, mais en dupliquant ce trading range par le haut, on a la cible, elle s'en approche déjà. Donc,
Donc, 2200, nous dit Philippe voilà, Béchade. donc on s'approche de ces cibles-là. Donc effectivement, en dehors de choses comme ça, tout ce qui est économie digitale, intelligence artificielle, oui, c'est très fort. L'industrie surperforme, les médias surperforment, si on regarde, mais c'est trop tard pour rentrer sur ces mouvements-là. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir qui va consolider. Donc, il y a ça. Et est-ce qu'il y a encore un peu de performance derrière? Moi, je vois l'automobile qui frémit un peu et qui surperforme légèrement depuis quelques temps. Alors, dans son ensemble, équipementier compris, c'est pas très fort. Malgré Stellantis qui atteint ses objectifs. Mais oui, parce que les équipementiers pourront en bénéficier. Et puis, parce que dans l'automobile, on peut mettre aussi des Michelin, par exemple, qui vient après une consolidation, réactiver une dynamique haussière. Moi, je pense que toujours. Et ça fait longtemps que c'est un titre qui a du potentiel haussier, qu'il a encore confirmé au moment de sa publication, qui continue sur un bon trend. Donc il y a ça, même si globalement le secteur est peut-être pas très fort. En dehors de ça, il n'y a pas une logique sectorielle hyper marquée. L'Inde, on dit que c'est un trade trop consensuel maintenant. On le disait le mois dernier, on le confirme encore, on a quand même pris 6% depuis. Il reste peut-être 5% à prendre, donc c'est peut-être un peu tard, mais il y a encore un petit potentiel. Donc, parmi ces éléments-là, il y a quelque chose qui se passe aussi du côté de l'Asie. La Chine rebondit un petit peu depuis quelques séances maintenant. Il y a des lignes de tendance baissière qui sont débordées sur certains actifs. Donc on peut le travailler avec des paniers de valeur. Il ne s'agit pas de mettre la moitié de son portefeuille dessus. Il y a une grosse complexité géopolitique à investir là-bas, mais là il y a des choses à faire aussi. Un panier comme le PAEJ par exemple, ou le ASI sont des paniers de valeur qui permettent de le travailler, qui donnent des configurations qui sont intéressantes. Puis moi je crois toujours dans les matières premières et les ressources de base pour les semaines ou les mois qui viennent. Après il y a des valeurs individuellement, on pourrait y revenir aussi, mais en tout cas il y a encore des choses à faire sur des titres individuellement, même sur les indices on n'attend pas des explosions à suivre. Philippe Béchade, en réaction peut-être à ce que nous a dit Romain Debré, avec un élément supplémentaire. Souvent sur ce plateau, j'entends que le moment des small et mid cap va arriver. Alors c'est vrai qu'il est souvent annoncé, mais personne nous dit que c'est le moment à l'heure actuelle à intégrer aussi peut-être dans la réflexion, Philippe Béchade. Non, alors actuellement sur les small et mid cap, c'est fuyez pauvre fou. On l'a expliqué avec l'effet d'aspiration des géants. Hein. Vous avez par exemple Nvidia qui prend 610 milliards de capitalisation en 6 semaines. 610 milliards. C'est quand même 20 fois son chiffre d'affaires de 2023, hein, qu'on essaie de se figurer. La dinguerie du truc. Les 7 fantastiques, alors moi j'ai switché, j'ai remplacé Tesla par AMD. Bon, comme ça, on n'a vraiment plus d'automobile, on est vraiment que dans la thématique IA. Donc on est à 30% ou 32% du S&P. Pour aller les acheter, là aujourd'hui, vous êtes obligé de vendre pratiquement 80% ou 90% des autres valeurs du S&P. C'est une situation extraordinaire. Les 5 premières capitalisations du S&P, depuis le 1er janvier, c'est 1600 milliards de capitalisation supplémentaire sur 5 titres. Il faut vendre tout le reste. Parce que sinon, si vous ne vendez pas le reste, vous ne faites pas le benchmark. Forcément, vous êtes plombé par des tas de petites valeurs qui vous encombrent, qui font rien. Et ce qui est amusant, c'est que le panier d'achat aujourd'hui, au 16 février, c'est exactement le même que le 16 février 2023. C'est les mêmes valeurs. Les mêmes. Bon, pas Tesla, mais c'est les mêmes. Et il n'y a pas de rotation sectorielle. Quand vous avez un marché qui corrige vraiment, le truc classique, c'est bon, allez, on revient tout de suite sur les cadors, les champions du profil, les champions de la marge, donc le luxe, Apple, etc. Puis après ça, en deuxième rideau, on revient sur les industriels. Peut-être que l'horizon économique s'éclaircit, donc ça va peut-être tirer un peu. Puis alors, on les voit monter. Après ça, on voit effectivement les Schneider, etc., les serres liquides. Et puis en troisième, vous avez les valeurs un peu en distress. Puis on se dit, mais finalement, si l'année était vraiment très très bonne, peut-être que ça pourrait permettre à Valourec ou à d'autres de se redresser. Mais il n'y a aucun de ces phénomènes qui se manifestent depuis un an. Il n'y a jamais ces 3 temps. C'est on repart à la hausse, on repart exactement avec sur cette même concentration. Les mêmes. Donc on est sur un truc qui ressemble beaucoup quand même à 99-2000. Mais surtout, on vient de passer un cap, techniquement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Super Microchip, la valeur qui a fait 334% de hausse en 4 semaines. Donc, cours triplé en 4 semaines. Bon, c'est un concurrent d'ARM, AMD et Nvidia. Son RSI vient d'atteindre 97.
Alors qu'on se figure, à 60, quand le RSI passe les 60, on n'est plus bon marché. À 70, on commence à devenir cher. À 80, alors là, ça brûle. Là, ils sont à 97. Il n'y a qu'une seule valeur dans l'histoire depuis le début du 21e siècle qui a dépassé 97 de RSI. C'est le fameux GameStop lorsque les vendeurs à découvert se sont fait massacrer en mars-avril 2020. Enfin, on voit des choses qu'on n'a jamais vues quand même. Les 15 semaines de hausse, peut-être la 16e, puisque là, ça y est, le S&P, il est dans sa 16e semaine de hausse. 15 sur 16. Alors moi, comme j'avais vu que c'était la première fois que ça arrivait depuis 52 ans, je suis allé demander à ChatGPT. Ah oui, quand même. Hein. Qui peut être d'une grande aide, apparemment. J'ai regardé les dernières vidéos là, qui sont extraordinaires, générées là, par un des algos d'OpenAI. Et je lui ai demandé, 16 semaines de hausse, c'est arrivé quand ? 72. Hein ? 72, non ? Alors ça, c'était 52. Ça, il y a 52 ans. Ça, c'était pour les 15 semaines de hausse. C'est ça. Les 16 semaines de hausse, j'ai demandé. Là, le ChatGPT n'a pas pu me répondre. Hein. Il m'a rien répondu. Rien. Donc, voilà, c'est plus un marché. Enfin, Jean-Louis Cussac. Il n'y a jamais de consolidation et il n'y a plus de vendeurs. Donc, je me dis, qu'est-ce qui arrivera le jour où il va se passer n'importe quoi, on ne sait pas. Mais là, on ne pourra pas compter sur les vendeurs pour se racheter et empêcher que les cours aillent trop bas. Jean-Louis Cussac, pour compléter et finir sûrement là-dessus, en réaction à ce que nous dit Philippe. Non, mais sur les mid et small, parce que c'était un peu la question au départ, il y a quand même un regain d'intérêt depuis quelque temps assez régulier, on va dire, assez manifeste. Mais il est encouragé par les OPA. C'est ça. Il y en a eu pas mal. Donc c'est vrai que ça a attiré des spéculateurs ou des gens qui se disent mais a priori cette valeur elle est opéable, ça pourrait se faire, etc., etc. Et il y en a beaucoup. Après, pourquoi elle ne surperforme pas aussi ? Pourquoi elle ne décolle pas vraiment ? Pourquoi elle ne bénéficie pas de la tendance ? Parce que beaucoup sont quand même beaucoup endettés. Et voilà, c'est les endettements, les financements leur coûtent cher. Il y a des endettements, il y a du financement qui coûte cher, on a des taux d'intérêt. Regardez, dès que les taux d'intérêt remontent, on voit que, par exemple, les foncières qui baissent, etc., toutes les boîtes endettées, elles baissent. Moi, par exemple, je suis sur Elior. C'est drôle parce que c'est une valeur un peu spéculative, bien sûr, mais on voit dès que les taux, hop, elles rebaissent un peu. Et puis dès que les taux se calment, elles remontent un peu plus. Ça se joue pas sur beaucoup en ce moment, mais ça joue. Mais donc, assouplissement monétaire de la Fed ou de la BCE, dans un contexte où les marchés sont plutôt solides en début d'année, ça veut dire que c'est peut-être enfin le moment des small et mid ou pas forcément ? Il y en a qui se disent que... Non, mais le problème... On l'entend, ça. C'est un discours qu'on entend. Ouais, mais le problème, c'est que là, pour un gérant, c'est tellement plus simple d'acheter... Ce qui fonctionne, quoi, on va dire. Prendre un risque d'aller sur des small et mid, je comprends que il y a le risque de liquidité, il y a le risque d'accident, non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc il y a des gestionnaires peut-être qui ont des spécificités à aller là-dessus, mais il faudrait que les clients finaux disent moi j'investis dans des fonds small cap et c'est pas vraiment le cas. Le risque, à un moment donné, il viendra de là. C'est-à-dire qu'on va tellement surpayer les grosses que, oui, il va y avoir... De toute façon, les arbres ne montent pas au ciel, hein, comme les taux d'intérêt ne vont pas monter au ciel. Et une approche sectorielle ou verticale, avant de passer la parole à Romain Debrys, sur les small et mid, non, sur des grandes thématiques comme l'intelligence artificielle ou autre. Alors ça, c'est peut-être plus sujet aujourd'hui, mais... Non, mais ça a été payé. Unibail, tous les trucs comme ça, ça a bien monté. Là, donc, il y a les équipementiers automobiles qui pourraient frémir. Mais moi, je regardais Plastic Omnium. Alors aujourd'hui, elle a pris 4%, je crois, mais elle est au tapis. Forvia, elle est au tapis. Valeo, il y a une petite divergence aussi. Valeo, oui. Alors, il y a des possibilités, mais il y a tellement eu de faux démarrages aussi là-dessus qu'il y a une méfiance extrêmement importante. Mais... Après, on peut parler aussi de l'euro-dollar aussi. Je ne sais pas si
Il nous reste 1 minute. Alors, Ah Romain, va être rapidement sur réaction sur les small caps. Il y a des gestions qui ouvrent des fonds à small et mid caps. Moi, je pense qu'effectivement, ça rejoint la question d'avant, ça va être stock picking. Donc, est-ce que l'ensemble des small et mid caps, ou est-ce qu'il va y avoir des paniers? On voit que si on regarde un panier de small et mid caps Europe, il ne bouge pas beaucoup, il reste bloqué autour de sa médiane. Individuellement, sur les titres, il se passe quand même des choses. Il y a quand même des valeurs qui bougent un peu en ce moment. Il y a des réactions et des parcours qui sont pas mal. Donc, il faut les regarder, à mon avis, individuellement. Et il va y avoir des reports de prise de bénéfices sur les grosses qu'on aura du mal à payer, je pense, sur des small et mid, oui. Jean-Louis Cussac, l'euro-dollar, rapidement. Et là, c'est surprenant parce qu'il s'est affaibli. C'est le dollar qui a bien progressé. Et il ne bouge plus, là. C'est incroyable. Il est entre 1,07 et 1,08. Voilà. Et il est scotché. Donc, moi, j'ai considéré qu'on était dans une... En ce moment, ma stratégie, c'était j'achète proche d'un 0,7, je vends proche d'un 0,8 et je mets des stops de chaque côté. Voilà, alors, vraiment, c'est très basique parce qu'il n'y a pas d'indication directionnelle. Il y avait, à un moment donné, quand on a cassé un 0,730, je disais peut-être qu'on va aller chercher un 0,630. Même pas. On a tenu, on le voyait le marché, il tenait, avec des volumes qui s'étaient vraiment, enfin, des volumes directionnels. Parce qu'il faut faire attention, parce qu'il y a les swaps, les machins, etc. Mais en volume directionnel, en intérêt directionnel, il n'y avait vraiment rien. Et c'est un marché qui est là, qui ne bouge pas pour l'instant. Philippe Béchade, rapidement. Je vais parler en 20 secondes d'un proxy du dollar, qui est même son reflet inversé, qui est l'or. Ouais. Voilà. Donc il a bien tenu, malgré la hausse des taux. Ils viennent quand même de prendre 50 points en 4 semaines. C'est quand même pas rien, 50 points. Le dollar vient d'atteindre 104,90 sur le dollar index. L'or tient. Mais je vais aller plus loin. Les mines d'or, côté aux États-Unis, affichent, tenez-vous bien, leur plus haut rendement relatif par rapport au S&P depuis mars 2009. Ça veut dire que jamais, à force de les délaisser, de les pas s'y intéresser, aujourd'hui, le rendement, c'est-à-dire le dividende servi par les compagnies minières, atteint le maximum d'intérêt par rapport au S&P, où aujourd'hui, les rendements sont les plus bas depuis pratiquement 15 ans. Et on finira là-dessus. Merci Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Jean-Louis Cussac, trader et formateur. Merci Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts chez Bourse Direct. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème.